3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier de Béranger est à nos côtés, le directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Arnaud Morel nous accompagne également, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et Olivier Ringard, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Olivier Ringard, je commence par vous. Jérôme Powell ne voulait pas voir le marché du travail américain refroidir au-delà des niveaux qui avaient été atteints précédemment. Son vœu, semble-t-il, a déjà été exaucé. Il est effectivement servi, puisque les chiffres de l'emploi sont très, très, très forts et traduisent même potentiellement un marché de l'emploi américain qui est en train de réaccélérer. Ce qui est contraire à ce que l'on observe quand on regarde les enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise, qui nous indiquent dans le secteur manufacturier un niveau très détérioré, dans le secteur des services un niveau qui était plutôt en train de se détériorer, et du côté des petites et moyennes entreprises, une volonté de celles-ci de réduire leurs embauches. Et résultat, un chiffre de l'emploi, somme toute, assez spectaculaire, qui souffrira des révisions. Alors d'ailleurs, je note au passage que les chiffres des 2 mois précédents ont été révisés à la hausse. Pour une fois. 72 000 cumulés en plus, création d'emplois sur les 2 mois précédents. Pas pour une fois, mais généralement, on a eu plutôt tendance à avoir des révisions à la baisse au cours de ces derniers trimestres. Et cette fois-ci, on a une révision à la hausse. Donc ça trouble un peu de nouveau la lecture de l'état de cette économie américaine et potentiellement la lecture de la trajectoire de l'assouplissement monétaire que la Banque centrale américaine va opérer au cours de ces prochains mois. On pourrait même se demander si la semaine prochaine on ne se retrouve pas avec un chiffre de l'emploi un chiffre de l'inflation un peu trop solide, on ne relance pas le débat autour du no lending. On n'en est pas là. Le marché aujourd'hui réagit en se disant que la Banque centrale américaine va tout de même baisser ses taux directeurs de l'ordre de 25 points de base sur les 2 prochaines séances. On abandonne définitivement la possibilité d'avoir une baisse de 50 points de base supplémentaires en une fois. Et évidemment, ça rassure également les investisseurs sur les actifs risqués. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. En particulier les marchés européens qui faisaient un peu mieux tout à l'heure que les marchés américains. Et donc, l'Europe a plus à gagner d'une économie américaine qui attirerait vraiment très doucement, voire qui n'attirerait pas. Ah, très probablement. Ouais, ça très probablement. Et compte tenu du fait qu'il y a un différentiel de valorisation assez important entre les 2 marchés, l'Europe pourrait être le bénéficiaire de cette situation. Attention, c'est un point effectivement de données dans la tendance sur l'emploi. Mais vous dites oui, on n'en est pas encore à se dire que la Fed a fait une erreur en septembre en entamant son cycle de baisse de taux. Non, il est trop tôt pour ouvrir ce débat. On en reparlera en début d'année prochaine, mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Bon, je crois que d'ailleurs la Fed projette 4,5% de taux de chômage à la fin de l'année. Bon, là, on est à 4,1%. Je ne dis pas que c'est inatteignable. Enfin, inatteignable. En tout cas, je ne dis pas qu'on ne sera pas à 4,5% de taux de chômage à un moment aux États-Unis. Mais en tout cas, cet horizon semble peut-être décalé dans le temps par rapport à ce que la Fed projetait même encore en septembre dernier, Olivier. Je crois que ce que vous venez de dire tous les deux est absolument exact. Le chiffre du chômage américain, c'est le chiffre le plus regardé de la planète marché, mais c'est aussi le chiffre le plus révisé de l'économie américaine. Donc, il est encore un peu tôt pour en tirer de grandes leçons. Moi, ça me fait plutôt penser que vous savez, il y avait eu un gros débat sur cette baisse de 50 BP, sur le fameux la Fed doit connaître quelque chose que nous ne connaissons pas. La Fed doit avoir des indicateurs propriétaires qui se dégradent que nous ne voyons pas. Je reste toujours dans ma conviction de la baisse de 50 BP, c'est que le prochain meeting de la Fed, c'est le 6 novembre. Ouais. Autrement dire, c'est le lendemain des élections américaines et le chômage, c'est le lendemain. Donc, il n'y avait pas un boulevard pour rebaisser les taux à nouveau cette semaine-là, sauf catastrophe économique. Donc, je crois qu'ils ont bien fait de baisser de 50 BP. Ils vont faire comme nous et comme le suggérait Olivier. On va attendre de voir une série au moins de 3 chiffres consécutifs et avec les révisions qui vont avec. C'est sûr que l'atterrissage à 4,5, quand on est à 4,1 en septembre, il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose de sacrément mauvais, oui. Mais vous savez que le taux de chômage et les non-farm payroll ne viennent pas des mêmes enquêtes. C'est vrai. Donc, c'est pas les mêmes sources, c'est pas les mêmes data, c'est pas croisé. Donc je pense qu'il faut être, comme tout le monde, on va un petit peu attendre, mais c'est vrai que
Nous, on est plutôt dans un scénario de soft landing, toujours pour les US. Et ça nous renforce dans cette idée qu'il n'y a pas eu une dégradation brutale de l'activité américaine au Q3. Ce ne sera pas spectaculaire, mais ce ne sera pas non plus dramatique. Et qu'on est toujours vers une croissance qui se dirige vers le potentiel. Là où je rejoins Olivier, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un mauvais chiffre du CPI la semaine prochaine, ça c'est sûr. Trop élevé. Oui, trop élevé. Oui, j'entends. Et partant de l'idée que le scénario de soft landing peut-être se consolide encore un peu plus aujourd'hui avec ces chiffres, est-ce que ça veut dire que le marché, alors jusqu'à aujourd'hui, attendait quand même trop de baisse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine? On est toujours dans ce débat entre ce qu'on peut attendre de la Fed, est-ce que la Fed finira par délivrer réellement? On a un marché qui est toujours un peu hystérique sur les prévisions des banques centrales. Rappelez-vous qu'en début d'année, on attendait 7 baisses des taux entre la semaine de Noël et le premier de l'an, puis 0 à peu près au fin mai, début juin. Et puis finalement, moi je pense qu'on va avoir 3 à 4 baisses des taux, donc 75 à 100 points de base, ce qui était exactement la prévision des dots de la Fed au début de l'année 2024. Donc je pense qu'ils ont plutôt des bons outils à leur disposition. Après, il ne faut pas exclure non plus un choc exogène, évidemment, soit de la géopolitique, soit quelque chose d'autre qui ferait que l'économie américaine dérape. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le prendre, Arnaud? Est-ce que je vois, je regarde encore au moment où on se parle, parce que oui, les cours, les indices américains peuvent voir la deuxième partie de séance être différente, mais pour l'instant, c'est encore du vert sur le S&P 500 à la suite de ce rapport qui a quand même fait, qui a recalibré un peu la pente de la courbe de taux américaine. Je disais, plus 15 points de base sur le 2 ans, plus 10 points de base sur le 10 ans. Alors, on s'habitue à ces mouvements. Mais là, il y a eu un petit choc quand même sur le marché obligataire. Pour les marchés actions, c'est un choc positif. Exactement. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la reprise du marché européen sur la séance, sur la publication des chiffres cet après-midi, ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est nous qui en profitons le plus. Vraiment le point important, on a une économie qui est quand même très internationale. Et surtout, c'est quand on regarde un petit peu aussi le plan de relance qui a été mis par la Chine aujourd'hui. La partie américaine, une économie donc, qui semble atterrir sur un scénario de soft landing et des valorisations qui sont plus qu'attractives en zone économique européenne. Et surtout, ce gros mouvement de rotation sectorielle qui a été mis en place, avec des cycliques qui ont pêché sur la séquence, on va dire, juin, mi-septembre. Et voilà, on peut avoir un relais de croissance avec des niveaux de valorisation sur les cycliques et des révisions de BPA qui ont été faites quand même assez drastiques au cours de cette période, qui pourraient redonner le là et repartir en avant sur la zone économique européenne en termes de performance. On a purgé un peu les attentes, là, vous dites, sur les croissances bénéficiaires Il y a eu quand même un gros travail qui a été fait. Quand on regarde un petit peu toutes les avancées qui ont été dites sur la partie économique, avec des PMI manufacturiers qui sont quand même fortement contractés sur la période. On a eu des révisions de bénéfices par action européens. On est passé en début d'année, on attendait 8% de croissance de BPA. Là, on est aujourd'hui à 0, voire moins 1 sur le stock 600 et le... On finira l'année à moins 0,5, ou 0, quoi. 0. Et après, on a les projections sur l'année 2025, on y reviendra après, mais c'est vraiment le travail qui a été fait sur la partie cyclique. On a le secteur automobile qui a fortement révisé, moins 14 sur la séquence quand même des 3 derniers mois. Le secteur discrétionnaire également qui a fortement révisé à la baisse. Les anticipations, on va dire, de baisse de taux étaient profitables pour les secteurs défensifs qui ont performé et ont pris le là sur la période estivale. Quand on regarde un petit peu, projection sur 25, c'est plus 10 en termes de bénéfices actions en zone économique européenne. Après, attention quand même sur 2025, vous avez SML et SAP qui révisent pratiquement 80% des bénéfices par action. Donc, il faut faire aussi attention. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt sur les révisions et les projections et les reports d'estimation de bénéfices par action pour la zone Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, on commençait du point de vue des attentes du marché pour les bénéfices des entreprises en Europe, on commençait l'année à plus 8, on va arriver à, au final, 0. Pas de croissance bénéficiaire sur 12 mois, mais un marché action qui aura pris quand même 15%. Exactement. Et c'est ça, vraiment, les anticipations sur la partie 25. Et surtout, après, la poursuite aussi des marchés américains, enfin, une corrélation des écarts de valorisation, de performance qui sont, on va dire, quand même importantes. Tiens, parlons un peu de la micro, ça va revenir, mais terminant l'année à 0 croissance de bénéfices en Europe, on peut légitimement se dire qu'en 2025, on aura plus 10 ? Olivier, moi, ça me paraît un peu ambitieux. Ça me paraît un petit peu ambitieux, à la fois en Europe et aux États-Unis. Aux États-unis, là, on est sur... Plus 15 ? On est à plus 15 sur la croissance de bénéfices 2025. Plus 10 en Europe. Si on s'attend, comme la Banque Centrale Européenne, à une croissance autour de 0,8 cette année et à peine 1% l'année prochaine, avec une inflation qui baisse plus vite que prévu,
Et ça, je vous rappelle quand même toujours la même chose, c'est que la croissance nominale, donc croissance réelle plus inflation, c'est le meilleur explicatif des BPA sur long terme. Ça va être difficile de faire plus 10 en Europe et plus 15 aux États-Unis. Donc, on attend les publications du Q3 avec assez de prudence. Ouais. Essentiellement parce qu'en fait, on est dans la queue de comète, si je puis dire, de l'effet de ciseau, du hausse des coûts des matières premières et des salaires, et que le pricing power, c'est fini. C'est-à-dire que plus personne ne peut monter ses prix de manière forte et nette pour récupérer les coûts. Donc, vous avez quand même embarqué un stock de salaire qui est plus élevé, vous avez une baisse de coûts, même si ça commence à rebaisser, mais c'est toujours des contrats long terme. Il y a quand même une incertitude sur le prix de l'énergie avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, moi, je serais un peu plus prudent que ce qu'attendent les marchés. Je ne suis pas catastrophiste, loin de là, mais plus 10 en Europe, plus 15 aux États-Unis, ça me paraît ambitieux. Et dans le plus 10, vous me corrigez si je me trompe, plus 10 moyen en Europe, on attend plus 10 pour les défensives, mais plus 15 pour des cycliques. Absolument. C'est-à-dire que l'idée, c'est assez cohérent d'ailleurs. Si l'idée d'une reprise européenne, enfin en tout cas d'une croissance aussi médiocre soit-elle, c'est quand même sur les cycliques qu'on a le plus d'attentes aujourd'hui. Donc ça me paraît un peu optimiste. Bon, après, c'est toujours les attentes de début d'année qui sont toujours corrigées au mois de juin. C'est généralement le creux du pessimisme. Et puis après, on remonte gentiment en fin d'année sur l'efficacité opérationnelle des entreprises qui finalement arrivent toujours à se débrouiller un peu mieux que ce à quoi on s'entendait. Elles ont vécu tellement de bouleversements et tellement de changements dans leur structure de coûts et dans leur structure de profitabilité qu'elles résistent plutôt bien. N'oubliez pas aussi que les hausses d'impôts prévues en France auront un impact non négligeable sur les BPA quand même. Si vous avez fait votre activité 100% en France, c'est 11% de moins de BPA. Ouais. Si vous êtes par exemple comme Carrefour, qui est essentiellement français, avec une main-d'œuvre abondante et qu'on commence à toucher sur les seuils de réduction de charges, ça va être un peu plus compliqué. Donc, attendons de voir les mesures exactes que vont délivrer le gouvernement français. Mais même si le CAC 40 est un indice régional, comme on a l'habitude de le dire, c'est quand même pas neutre dans l'Eurostock 50 ou Stock 600. Oui, puis cette tentation fiscale, elle existe en France, mais pas qu'en France, au Royaume-Uni, peut-être même, pourquoi pas aux États-Unis, si c'est une mandature Kamala Harris, là aussi, il pourrait y avoir aussi peut-être un peu de tentation de ce Il y a une énorme différence aux États-Unis, c'est qu'on part d'une base d'impôt qui est beaucoup plus faible. Bien sûr. Beaucoup plus faible. Comment vous voyez l'équilibre entre... Alors, l'idée quand même de quelques baisses de taux qui doivent permettre peut-être de soutenir les valorisations d'actifs risqués. Est-ce qu'on est dans ce schéma où ce sont de bonnes baisses de taux pour les actifs risqués, si on regarde un peu devant nous, Olivier Ringard? Et puis, l'idée que peut-être sur les bénéfices par action, il y en aura peut-être un peu moins que ce qu'on anticipe ou ce que les analystes anticipent aujourd'hui pour 2025. Je pense que quand on regarde l'histoire financière, ce qu'on peut retenir, c'est que les baisses de taux, sur un horizon moyen terme, 2 ans, sont généralement positives pour la majorité des classes d'actifs. À 1 an, par contre, c'est plus discutable. Prenons le cas du marché américain. 12 mois après la première baisse des taux de la Banque centrale américaine, en milieu de cycle, 1995, on avait eu une progression du marché américain qui approchait les 20%. 2001, 12 mois après cette première baisse de taux, on avait une performance du marché américain qui était plutôt autour de moins 15%. Donc, ce qui dicte la dynamique des marchés à court terme, ce n'est pas que la dynamique de taux d'intérêt, c'est évidemment la dynamique du cycle économique. Donc ça, c'est le premier élément. Dès lors qu'on est dans un scénario de soft landing, que nous pensons également, cycle porteur. On se dit que le cycle va être porteur pour les actifs, pour un très grand nombre de classes d'actifs, et en particulier pour la classe d'actifs actions, même si les croissances bénéficiaires sont révisées à la baisse au cours des prochains mois, ce qui est effectivement probable, puisque les anticipations sont sans doute trop élevées par rapport aux croissances nominales que nous aurons. Pour notre part, par exemple, on est en train de réviser à la baisse les attentes de croissance sur l'économie européenne. On était plutôt sur l'idée que l'année prochaine, on serait autour de 1,5. Maintenant, on est plutôt sur l'idée qu'on va être légèrement au-dessus de 1, ce qui justifie qu'on va revoir à la baisse nos anticipations de croissance bénéficiaire sur cette économie européenne. Mais tant qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on a un environnement récessif qui génère une contraction des bénéfices,
on est dans un environnement qui reste positif pour les actifs risqués et pour les actions en particulier. Et dans cet environnement, est-ce qu'il y a des choix de style à faire? C'est vrai que, Arnaud le disait, on a vu quand même des changements de hiérarchie sectorielle au cours de l'été, avec des défensives revenues sur le devant de la scène et des cycliques qui ont rendu quand même pas mal de performances. C'est une tendance qui est en train de se mettre en place? Alors, déjà, ce n'est pas la première fois qu'on a des rotations sectorielles. Pour notre part, la manière dont on envisage les choses, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé cet été, la rotation sectorielle, elle s'est faite tout de même sur l'idée qu'on avait potentiellement une récession qui était en train d'arriver, en particulier aux États-Unis. Les mauvais chiffres au cœur au cœur de l'été, fin juillet, début août, c'est ça, des petites alertes sur des chiffres américains. Sur les chiffres américains, des statistiques de révision à la baisse sur le marché de l'emploi américain. Et on a basculé dans un narratif où le risque de récession revenait sur le devant de la scène et dans une situation où ce risque de récession qui était pricé à 0%, tout d'un coup était repricé autour de 20, 30%. Si les statistiques que nous avons au cours des prochains mois aux États-Unis confirment cette stabilisation sur un rythme assez soutenu dans l'emploi américain, il est très probable que de nouveau on assiste à une rotation sectorielle. Le marché reviendra vite au cyclique. Et reviendra vite, selon nous, au cyclique, encore plus dans un mouvement où les taux s'ajustent graduellement à la baisse. Donc c'est la raison pour laquelle, pour notre part, on essaye d'avoir notre scénario central, qui est celui du soft landing. On essaye de ne pas avoir trop de paris sectoriels pour l'instant, puisqu'on considère que les marchés sont susceptibles de basculer très rapidement d'un scénario à un autre. L'indice de surprise économique aux États-Unis revient là en territoire positif aujourd'hui. Arnaud ? Exactement, à contrario de la zone économique européenne. Oui, parlons de l'Europe. Continuons de parler de l'Europe, mais parlons des bons élèves. Parlons de l'Espagne. Ouais. On parlera des autres après. Vous aimez bien l'Espagne? On aime bien parce que c'est un ovni quand même. Racontez-moi l'Espagne. Une zone qui s'est reprise sur les 2 dernières années. C'est sa meilleure séquence boursière depuis 2004-2006. Il y avait eu la bulle immobilière qui avait entraîné tout cela, mais c'est aujourd'hui la composition de l'indice qui aide aussi à avoir cette très bonne performance. Pratiquement un tiers de l'indice, c'est des banques à l'intérieur qui ont profité des taux variables. Vous avez un momentum économique aussi qui est très bon, avec un manufacturier pour le coup. Il y a un PMI composite qui est en territoire positif, à contrario de l'ensemble des autres zones de la géographique européenne. L'écart entre le PMI espagnol et allemand n'a jamais été aussi large qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et vous avez des bénéfices pour actions qui sont au rendez-vous. Pour le coup, on est pratiquement à 14% de croissance de BPA, 4% l'année prochaine, drivé principalement par les banques. Bien sûr, il y a également Inditex qui participe amplement à ces 30% de la performance, 30% des bénéfices par action. Une régularité de métronome, le cours de bourse d'Inditex. Et on le voit aussi auprès des investisseurs, notamment obligataires. On le voit aujourd'hui, ça fait depuis 2007, on a, on va dire, une dette espagnole qui est passée en rendement supérieur à la dette française. Donc aussi, c'est un gage de sécurité. Et tout ça, ça a été fait par le travail des 10 dernières années en termes d'économie. Et on voit le tourisme qui marche très bien. On voit une société comme Aena qui fait un parcours boursier. Quand on fait le comparable par rapport à ADP, c'est totalement impressionnant. Vous avez un rattrapage aussi en termes de valorisation. Toujours, on est marché européen à 13,5. La valorisation de l'IBEX, on est à 11,5. Donc on a des codes de quasi 20%. Et c'est le seul indice européen qui n'est pas repassé, on va dire, sur ses plus hauts qu'il avait connus en 2007. Donc il y a toujours cette histoire de rattrapage, la valorisation qui est en retard, le momentum économique et le momentum de bénéfices par action. Vous allez me dire, le risque peut-être aujourd'hui avec la baisse, on va dire, des taux directeurs et la partie taux variable. Je rappelle qu'à l'intérieur, et à contrario de ce qui est dit, on a 20% des services en collectivité qui est présent, représenté par Iberdrola. Et c'est de se dire à l'intérieur que ça peut être la force de rappel pour les prochaines années qui peut permettre ce rattrapage et la poursuite de cette surperformance. C'est pourquoi on aime beaucoup et on est exposé à cette zone géographique européenne. Mais ça sert, c'est même une alternative, par exemple, je sais pas, à des investisseurs qui auraient pu être investis sur des actions françaises, par exemple. Est-ce que dans le jeu un peu de beauty contest, concours de beauté des marchés, est-ce qu'on peut voir que l'Espagne profite peut-être de... C'est exactement ce que je disais, c'est le miroir, l'effet miroir, et donc vous avez des flux, la même chose, vous comparez deux sociétés qui sont en termes de valo, en termes de perspective, ADP, Aena, vous les mettez en face, vous mettez Iberdrola, vous mettez Engie, c'est pas totalement le même métier, mais on appartient au service de collectivité. Clairement, vous avez plus envie d'aller mettre cette partie-là sur la partie espagnole aujourd'hui. Vous avez eu des flux entrants certainement, potentiellement,
suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un peu le même effet que ce qu'on voit actuellement à un degré certes moindre, mais où vous avez des sorties, une contre-performance du marché indien. Il n'y a pas non plus une baisse très importante, mais un retour de flux sur la Chine, engendrant des baisses et des momentum moins importants sur ces zones-là. Olivier de Béranger, on a toujours beaucoup parlé des banques, tous les deux. Alors je ne sais pas, est-ce que l'environnement en zone euro reste favorable au secteur bancaire sur le plan boursier? Il y a en plus l'idée de grandes manœuvres aujourd'hui. Ça m'intéressait d'avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est un secteur qui est intéressant, mais c'est surtout un secteur de rendement. Donc effectivement, la nouveauté, c'est est-ce qu'il y a des primes de changement de contrôle, ce qui serait vraiment une nouveauté importante. Donc on voit la tentative d'Unicredit sur Commerzbank. Bon, pour l'instant, quand même, c'est la seule chose dont on entend parler. Hein. Le serpent de mer de consolidation en France ou européenne, il n'est pas encore tout à fait sur le... Non, mais j'imagine qu'une grande opération emblématique peut tout de suite catalyser d'autres mouvements. Il faudrait qu'elle aille jusqu'au bout, ce qui... peut-être, hein, mais je pense que c'est du 50-50. Je pense que le veto a priori des Allemands n'est pas aussi solide que ça. Non, je ne crois pas. Va pouvoir tout le monde leur dit qu'ils ont tort de s'y opposer. On va pouvoir le contourner. Tout le monde sait qu'Unicredit a déjà une expérience en Allemagne avec le rachat d'HVB il y a début des années 2000, c'est ça, voilà. Et que donc c'est possible. Après, est-ce que ça peut provoquer un re-rating long du secteur ? Je pense que ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'on ait une apparence ou un arrêt de la surréglementation du secteur en Europe. Alors on entend, il y a des petites musiques tout à l'heure. C'est fini, les spécialistes d'Axiom, ils m'ont dit, le choc réglementaire, la BAL4, ça a été voté au Parlement, ça y est, enfin pour une fois il y a de la visibilité. Je suis assez d'accord, il y a d'autres secteurs qui sont en train d'être plus régulés, mais qui ne sont pas forcément bancaires. Et donc je pense que si on avait la conviction que le choc réglementaire est vraiment derrière nous, là il y a des upsides de 30 ou 40%, puisque la moyenne du secteur bancaire, ça dépend des pays, mais tourne entre 0,8 et une fois la boucle en Europe, alors qu'aux États-Unis, on est autour de 1,5-2 selon les secteurs. Il y a plus de croissance aux États-Unis, les taux sont plus élevés, c'est normal que les banques soient mieux valorisées. Mais pour revenir sur les régions européennes, moi je suis plus inquiet sur l'Europe en général que sur certains pays qui peuvent faire un peu mieux, mais c'est un peu mieux dans un environnement qui est quand même assez terne. Et moi, ce qui m'inquiète plus sur le soft landing ou le no landing américain, c'est que ça pourrait freiner la BCE dans ses baisses de taux. Alors que s'il y a bien une zone économique qui a des taux astronomiques, des taux réels astronomiques, c'est bien l'Europe. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut par an. Je rappelle que le prix de l'électricité en Europe est environ 2,4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Je vous rappelle que notre premier partenaire commercial, la Chine, alors je suis plutôt positif pour la Chine, pour une fois, Grégoire. Donc peut-être qu'il y a un coup de trading à faire, mais et pas en bonne santé. Le conflit au Moyen-Orient, s'il y a un problème sur le prix du pétrole, les États-Unis, ils s'en moquent puisqu'ils sont exportateurs nets. Ils en profitent, oui. Donc, et premier exportateur mondial de LNG. Je vous rappelle que dans le détroit d'Ormuz, il y a le pétrole qui passe, mais aussi 20% de la production mondiale de LNG. Donc tout ça fait qu'une fois de plus, on a l'impression qu'on est le continent et la zone géographique qui, de toute façon, subit le plus de chocs exogènes. Et il ne peut pas y avoir trop de baisse de taux d'écart entre la Fed et la BCE. Alors moi, j'ai pris comme un signal ultra positif Bien sûr. Que Madame Lagarde se permette de baisser les taux avant la Fed. C'était incroyable. Je crois que j'avais cité cette phrase du président de la Banque centrale hollandaise qui avait dit « ça ne se fait pas de baisser les taux avant la Fed ». Une espèce de politesse, d'habitude qui n'a pas de sens. Un peu désuète, quoi. Un peu désuète qui n'a pas de sens. Donc, le risque le plus grand pour moi, c'est ça. C'est que ça freine la BCE dans sa baisse de taux. On a une inflation qui va être à 1,5 très vite. On a une croissance, comme le disait Olivier, qui est à 1% au mieux. Donc ça nous fait une croissance nominale à 2,5. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des taux à 3,65 au moment où notre zone économique n'a jamais été aussi endettée? C'est-à-dire que c'est une aberration d'avoir vraiment une aberration économique, d'avoir des taux réels aussi positifs, alors que nous sommes un des continents les plus endettés. Excusez-moi pour le... Non, mais on va voir. Mais on verra. Déjà, la BCE va baisser ses taux le 17 octobre, ce qui n'était pas gagné il y a encore 2 ou 3 semaines. Et c'est vrai que le dernier rapport sur l'inflation va quand même dans le sens, d'une amélioration quand même de l'équilibre des risques pour ceux qui pensent que le risque inflationniste à travers les salaires est encore important en Europe. Donc on verra les résultats le 17 octobre prochain.
pourquoi pas un pas de 50 ? Enfin, je veux dire, pourquoi pas. On a vu tellement de choses dans la montée des taux que, je me dis que tout peut être possible de ce point de vue-là. Sur l'Europe, oui, la Banque Centrale Européenne, et puis un mot quand même de la position de la France dans tout ça, ou plutôt, je me place à nouveau du point de vue des marchés et des créanciers. Est-ce que la France parle correctement à ses créanciers aujourd'hui, par exemple, Olivier Ringard ? Alors, sur la Banque Centrale Européenne, je rejoins ce qui a été dit. Elle est en retard. Elle doit aller vite. Il faut qu'elle baisse. Mais elle ne baissera pas de 50 points de base. Je serais très surpris qu'elle baisse de 50 points de base. Mais à suivre. Sur la situation de la France, situation somme toute assez complexe. Mais situation qui devrait se gérer. Ça peut passer. Ça devrait passer. Ça devrait passer. C'est-à-dire ça devrait passer puisque aujourd'hui le nouveau gouvernement est en train de travailler sur un scénario de consolidation budgétaire. Donc on n'est pas dans l'idée aujourd'hui de vouloir creuser davantage le déficit. Contrairement par exemple à ce qu'avait fait l'Angleterre il y a de ça quelques trimestres. Donc ça c'est une première idée, c'est qu'on ne dit pas au marché que l'on va creuser nos déficits, on dit au marché que l'on va essayer de stabiliser et de réduire notre déficit pour les prochains mois. Alors évidemment, on va sans doute avoir deux débats. D'abord, le débat sur la faisabilité de ce budget, donc sa capacité à être validé par le Parlement. Et le deuxième débat sera sur les conséquences sur la croissance économique française. Mais on n'est pas particulièrement impliqué pour notre part sur ces débats-là. D'abord parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Assemblée probablement de créer une crise politique importante. Je pense que tout le monde a à l'esprit ce qui s'est passé, par exemple, au Royaume-Uni. Et l'impact sur la croissance, il va falloir bien apprécier ce que seront les mesures in fine décidées par le gouvernement et par l'Assemblée pour avoir une idée assez précise de cette croissance française. Mais quand on regarde la croissance française, on est dans le scénario où cette croissance française, elle est entre l'Espagne, qui se porte très bien, et l'Allemagne, qui se porte très mal. Donc on est entre les deux, on est dans la moyenne européenne. Ouais, finalement, on reste à peu près à notre place de ce point de vue-là, quoi. On est dans la moyenne. Oui, ça a été toujours la moyenne, le pays moyen. Oui, je rebondis là-dessus aussi, mais vous parliez de l'Espagne tout à l'heure, Arnaud, mais en miroir, en creux, ça veut dire que quand on gère des actions françaises, forcément, quand on est une société de gestion en France, on a forcément des actions françaises pour le compte des clients. Il y a beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de sélectivité. Enfin, dans quelle mesure on prend en compte la situation politique, la tentation fiscale, quand on fait de l'investissement et de la gestion de valeurs mobilières françaises ? Clairement, c'est un exercice plus délicat, parce qu'on a une empreinte plus marquée dans les portefeuilles sur la partie française. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est de désensibiliser cette partie-là et de la reporter, et ce pourquoi le travail est intéressant sur d'autres pays. Mais donc aujourd'hui, aller sur tout ce qui est réglementé est quand même très difficile. D'aller sur les banques françaises, ça paraît également délicat. On rappelle que vous avez des sociétés de rating qui vont faire le travail dernière semaine d'octobre. Donc ça aussi, ça peut être difficile en termes d'allocation. Donc ça, c'est les points importants. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de très bonnes d'investissement, on va dire, à faire sur la zone française, même s'il y a beaucoup d'opportunités. Mais voilà, on a un secteur du luxe qui est quand même en délicatesse, avec des croissances organisées, des top lines qui vont continuer encore à contracter, malgré le stimulus, et même si on a quand même du mal. Le rebond de la semaine dernière, qu'on a vu Chine et luxe, vous dites, c'est d'accord, c'est passé, quoi. Quand on voit la croissance de BPA de l'année prochaine, de 5-6%. Et on a du mal à voir aussi en quoi ça va stimuler la consommation, même si les 50 BP sur les crédits acquis aujourd'hui pour le consommateur chinois. Mais aujourd'hui, la France, c'est pas la zone à privilégier en zone économique européenne. Donc le premier travail, c'est de regarder un petit peu les attraits et les points faibles, on va dire, des sociétés qui sont présentes en portefeuille, de faire les arbitrages et de les reporter, maintenir une exposition action comme nous le souhaitons, mais voilà, d'arbitrer au sein de cette zone. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes positif sur la Chine, du coup, aujourd'hui, Olivier ? Je rebondis. Une fois, oui. Ça fait 4 ans parce que des packages de relance, il y en a eu d'autres. Mais visiblement, il y a quelque chose de nouveau, là. Je pense que
je n'irai pas jusqu'à dire que la Chine est investissable, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire un coup de trading sur les actions chinoises, parce que quand même, le plan, il est sérieux, là. C'est pas 2008-2009, c'est pas un plan aussi violent que la sortie de crise financière, mais c'est pas les mesurettes auxquelles on a assisté depuis la crise Covid. Il y a un volant monétaire, avec des baisses des taux, à peu près sur tous les taux chinois que vous pouvez imaginer. Il y a une aide au système bancaire. Il y a une recapitalisation de l'ordre de 150 milliards de dollars. Si vous faites un multiple de 3-4 pour une banque commerciale, c'est quasiment 500 milliards de crédits qui peuvent arriver dans le système. Ouais. Il y a des aides sur l'immobilier, diverses et variées. Il y a un soutien budgétaire. Il y a des versements qui vont être faits aux plus démunis, avec en plus un encouragement pour les villes et aussi pour les collectivités locales à faire la même chose. Et puis enfin, il y a même une aide sur les marchés actions, avec des lignes de swap et la possibilité de trouver de la liquidité. Et je dis ça pour acheter des actions. Exactement. Je dis ça d'autant plus que mon actionnaire a la chance d'avoir un partenariat avec une société de gestion chinoise. Et donc j'étais à Shanghai il y a 3 semaines. Et nous sommes revenus avec le gérant qui gère une de nos stratégies, qui est une stratégie sur la Chine, en disant, je pense qu'on n'a jamais vu des gens aussi dépressifs. Jamais. Même les Européens à côté sont plus joyeux. Les investisseurs chinois, même devant des membres du Parti communiste, disaient que la croissance, c'était pas 5%, mais c'était au maximum 2%. Ils disaient tous qu'ils connaissaient au moins 2 ou 3 amis qui étaient au chômage. Ils disaient tous que les prix de l'alimentation baissent, je crois que c'était pour le 18e mois consécutif. Quand les prix de l'alimentation baissent consécutivement, c'est qu'il y a un vrai sujet. Ils disaient tous que toute leur famille était collée sur l'immobilier sur plusieurs générations, puisqu'il y a des familles qui ont acheté des appartements sur... C'est 70% de leur patrimoine. C'est 70% de l'épargne. Il y a un taux d'épargne qui est énorme, et donc tout l'enjeu de ces 5, je serais tenté de dire les 5 flèches, pour reprendre les Abenomics, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Chinois, et surtout qu'ils aient confiance dans l'avenir. C'est anecdotique, mais depuis ce plan, les ventes d'appartements de luxe à Shanghai ont explosé. C'est vrai. Explosé. C'était à l'arrêt, ça a explosé. Je pense que ça peut durer un peu plus longtemps que les précédentes mesurettes. Est-ce qu'à moyen terme, on peut toujours décemment investir en Chine? C'est encore trop tôt pour le dire, puisqu'il ne faudrait pas que ce soit en gros un coup d'une fois et qu'après ça retombe. Mais je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience du gouvernement et de l'État central qu'ils étaient allés trop loin dans beaucoup de choses, et que si ça continuait avec une démographie déclinante, ils allaient mourir riches, mais plus vite que prévu, et avec un taux d'épargne au plafond. Le timing des annonces, comment vous le comprenez à 1 mois de l'élection présidentielle américaine? Parce qu'évidemment, ils ont réfléchi aussi à ce timing-là. Ou est-ce qu'il y avait une urgence telle qu'il fallait presque, en mode panique, délivrer un package crédible, comme vous dites? Alors je pense que c'est un peu de tout. C'est-à-dire il y a les 75 ans de... Je ne sais plus si c'était la fondation du Parti communiste ou autre. C'était effectivement l'anniversaire. Je pense que l'urgence, elle était quand même réelle. Oui, vu les discours que vous rapportez, effectivement. C'est frappant, les tours qui sont arrêtés, même dans le centre-ville. Et puis, c'est sûr que c'est pour montrer aux Américains qu'il y a de la dry power. On sera là, S'il faut soutenir et qu'il y a une bataille commerciale, on sait et on peut faire des choses. C'est une bonne nouvelle pour la Chine, mais pour nous aussi, le soutien qui est apporté et les promesses de soutien qui sont apportées, avec peut-être d'ailleurs une porte ouverte pour en remettre plus dans les prochains mois ou trimestres. Pour la Chine, c'est une bonne nouvelle, mais je rejoins ce que disait Olivier. On ne résout pas nécessairement les difficultés structurelles. Non. On en voit pour notre part 3. La première, c'est le fait qu'on a une économie qui repose encore trop sur l'investissement et pas suffisamment sur la consommation. La deuxième difficulté, c'est la décroissance de sa population active qui pèse sur la croissance potentielle. Et la dernière difficulté, c'est l'excès d'endettement accumulé au cours de ces dernières années, qui est matérialisé par exemple par une dette des entreprises en pourcentage du PIB autour de 220% et qui nécessiterait d'être restructuré. Donc le sujet à moyen terme sur la discussion sur la Chine reste, selon nous, ouverte sur un horizon à 5 ans. C'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale parce que ça empêche cette économie chinoise de dériver vers la récession, voire la déflation. Mais ce n'est pas
nécessairement un facteur de soutien très fort pour le reste du monde et en particulier pour l'économie européenne, parce que ce boost potentiel de la consommation va principalement, probablement rester de la consommation intérieure, de la consommation chinoise, et pas nécessairement se déverser sur les produits occidentaux, premier élément. Et deuxième élément, on sait qu'aujourd'hui, l'économie chinoise, si elle a besoin de croître, a besoin également de concurrencer les produits occidentaux, et la compétition auquel se livre l'économie chinoise avec le reste du monde va rester là et va continuer de peser sur un certain nombre de secteurs européens en particulier. Donc ce n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale, c'est une bonne nouvelle au sens où on met de côté le risque récessif chinois. Bon, un mot de la logique d'investissement, petit tour de table pour finir, en commençant par vous, Olivier Ringard, dans un portefeuille un peu global, multi-actif, là, qu'est-ce qui prévaut chez vous ? Scénario de soft landing. Donc, scénario de soft landing, on aime à la fois les actions et les obligations. Et on privilégie toujours légèrement les États-Unis, qui reste le marché le plus résilient dans ce cycle. Et on n'a pas envie aujourd'hui de faire de mouvements spectaculaires dans notre allocation d'actifs. Ce qui nous inciterait à faire évoluer notre allocation d'actifs, c'est soit le scénario de no landing qui ressort, et qui pourrait nous pousser à réduire la partie obligataire. Et pour les actions, ce serait quoi ? Ce serait très bon ? Et ça serait plutôt bon pour les actions. On considérerait que good news is good news, même s'il y aurait probablement au niveau sectoriel des différences assez spectaculaires. Et à contrario, si le scénario de récession revenait sur le devant de la scène, on aurait plutôt tendance à réduire la partie action. Donc pour l'instant, soft landing, on se tient à ce scénario. Scénario central. On reste central. Au centre. Et on surpondère les deux principales classes d'actifs que sont les actions et les obligations. Les chiffres de l'emploi du jour, en tout cas, donnent l'idée d'une sémentation encore un peu plus forte de ce scénario, ou de cette perception de scénario, cette idée de scénario de soft landing. Qu'est-ce qui vous intéresse effectivement chez Promépar Asset Management pour le compte des clients là aujourd'hui, Arnaud ? Pareil. C'est-à-dire que dans ce cycle, on va dire, de baisse de taux directeur, de soft landing, on le reprend tous. On en est un niveau de neutralité, on va dire, sur la partie action, parce qu'on a quand même des niveaux de valorisation qui sont assez excessifs, assez élevés, sur la partie américaine et abordables en zone économique européenne. Donc il faut naviguer entre ces deux mondes. Donc c'est d'en mettre un petit peu partout sur la partie américaine et sur la partie européenne et de le diversifier dans ce sens-là. Sur la partie Chine, au sein des gestions sous mandat, en tout cas, on n'investit pas, on considère que c'est non investissable aujourd'hui à l'heure actuelle. Après, dans la partie gestion collective, comme ce qui a été dit précédemment, c'est quelque chose peut-être à jouer sur du court terme. Sur la partie obligataire, on maintient un biais, on va dire, de surpondération sur l'investment de grade, et on a réduit, on va dire, la voilure sur la partie haut rendement, et on a toujours une pondération, une diversification sur un portefeuille équilibré de l'ordre de 5% sur de la dette émergente, notamment en devise locale. Donc on maintient, tant qu'on n'a pas de signe d'alerte sur la partie américaine, un taux d'investissement important au sein des portefeuilles. Olivier de Béranger ? J'ai bien envie de continuer ce qui s'est passé au mois de septembre, où en gros on a un Nasdaq qui est négatif, on a un S&P qui est légèrement positif, et on a Russell 2000 qui fait quasiment 5%. Donc l'élargissement, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, ça c'est fondamental. Donc plus de small et mid cap, plus de valeurs des côtés, probablement un peu plus de défensif, malgré les doutes avec ce chiffre de l'emploi, sur le lending, sur la nature du lending américain. Et puis je pense que ça remarche enfin le 60-40 et le 40-60. Pourquoi je dis 60-40 ? C'est le 60-40, c'est à l'américaine, c'est 60% d'actions, 40% d'obligations, et le 40-60, c'est à l'européenne, c'est 40% d'actions et 60% d'obligations. Mais on retrouve une bonne balance avec ces portefeuilles historiques. Avec ces portefeuilles historiques, on a un accident industriel en 2022, mais qui depuis retrouve du poil de la bête. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier de Béranger, le directeur général de la financière de l'Échiquier, Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management, et Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflize OBC.